Bienvenue à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le chef-lieu de la région du centre. Je me trouve en ce moment au boulevard du 20 mai. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. Chaque 20 mai, justement, on célèbre la fête de l'unité nationale. Et on aurait dû avoir le défilé ce jour, le défilé militaire et civil. Mais vous le savez, le monde entier, le Cameroun vit au rythme de Covid-19 qui nous impose un certain nombre de restrictions. Cette année encore, la fête de l'unité nationale est célébrée en toute sobriété. L'occasion pour les Camerounais de se retrouver et se poser des vraies questions autour de leur fierté d'appartenir à ce grand pays. La région du centre est l'une des 10 régions du Cameroun. Elle a une superficie de 68 953 km² et est composée de 10 départements. Haut-Sanaga, Lekié, Mbam Inubu, Mbam Ekim, Mefo et Afamba, Mefo et Akonon, Fundi, Nyon Ekele, Nyon Ifumu, Nyon Isso, pour un total de 70 arrondissements. La région du centre est remarquable par son climat humide, sa végétation luxuriante, son folklore, les coutumes de ses populations. C'est le domaine de la forêt équatoriale et des grands fleuves. Elle se prête aux excursions de toutes sortes. Parmi les sites qui méritent d'être visités dans la région du centre, nous avons les chutes de Nachtigal. Et nous allons retrouver Paul-Alain Abina de CIART TV Centre qui nous présente cette merveille de la nature. Les chutes de Nachtigal. Nous sommes sur le fleuve Sanaga, somptueux décor au cœur du tumulte assourdissant des eaux. La nature exhibe ses 1000 splendeurs. L'œil humain s'en délecte volontiers. Un site féerique dont la découverte remonte à plus d'un siècle. C'est l'explorateur éponyme qui lègue cette trouvaille épique au patrimoine universel. Il a retrouvé en amont le fleuve Sanaga dans sa partie en amont qu'on appelle le Djerem. Et il s'est retrouvé à sa grande surprise dans cette zone où nous sommes actuellement, appelée Nachtigal. Il a découvert une très belle chute et qu'il a baptisée à son nom, Nachtigal. Un spectacle paradisiaque, vu du promontoire artificiel que constitue le pont nouvellement édifié. Mais quelques visiteurs, avides de sensations fortes, optent souvent, au moyen de pirogues, de tutoyer les chutes. L'exercice n'est pas toujours sans danger. C'est très dangereux en forte saison pluvieuse par moment parce que l'eau monte souvent jusqu'à plus de 15 mètres de la rive de la Sanaga. Donc c'est souvent un peu plus dangereux. Et en ce moment, les pagaies ne sont pas souvent indiqués pour partir aux chutes parce qu'il y a une forte augmentation d'eau. Et c'est souvent les chaloupes qui prenaient le rôle de faire ramener les gens au niveau des chutes. Les chutes de Nachtigal sont un objet de fascination constante. De nombreux randonneurs fréquentent le site à une cadence de plus en plus régulière, malgré les conditions d'accès empreintes d'un zeste de pénibilité. Le spectacle envoûtant incite de nombreux visiteurs à une découverte plus rapprochée. Mais les raisons pour y aller de plus près sont justifiées par une brochette d'anecdotes. Il y a le mail du drapeau que Nachtigal avait hissé au niveau de l'île, au niveau des chutes. C'est un endroit historique. Les visiteurs s'intéressent aussi à toucher l'eau des chutes. D'aucuns rentrent même avec l'eau des chutes parce que, en disant, ça sert aussi de remède. Inéluctablement, certains riverains se découvrent une vocation de guide touristique. L'activité encore mal organisée permet toujours de glaner quelques pécules sur ces berges qui connaissent depuis l'avènement du pont un effondrement de l'activité économique. Les chutes de Nachtigal sont entrées dans la légende. La commune de Ntui, héritière de ce patrimoine fabuleux, commence à songer à rentabiliser ce cadeau de la Providence. On n'aura donc pas perdu son week-end en choisissant de venir s'extasier à Nachtigal. Tout juste 1 heure de route en partant de Yaoundé et l'assurance d'un bonheur voluptueux sur ce site unique où foisonnent des chantiers structurants. En amont, le barrage, puis en aval, le point de captage de l'adduction d'eau destiné à ravitailler la capitale. Bienvenue à Nachtigal, un des endroits les plus pittoresques du Cameroun.
De retour des chutes de Natchigal dans le Grand Bam, nous sommes au monument de la réunification et autour de moi, quelques élèves du lycée de Chinga qui ont décidé de venir visiter ce site historique. Alors, est-ce que vous êtes fiers d'être Camerounais? Je suis très fier d'être Camerounais, je l'avoue, et j'aime mon beau pays vraiment. Et qu'est-ce qui vous motive à venir ici aujourd'hui à visiter ce monument de la réunification? Déjà, je suis fier que mon pays soit uni. J'aime la paix qui se passe dans mon pays, donc cela me pousse à venir visiter ce lieu ce jour. Et vous êtes fière d'être camerounaise aussi? Je suis très fière d'être camerounaise. Qu'est-ce qui vous rend fier d'appartenir au Cameroun? Ce qui me rend fier d'appartenir au Cameroun, c'est qu'il y a des beaux artistes. Et moi, j'aimerais aussi faire partie de bons, ce qui me rend fier d'être dans mon beau pays. Alors, on a une responsable du lycée du Chinga qui accompagne ses élèves. Madame, dites-nous, voyez, venir avec des enfants comme ça, visiter cet endroit, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est peut-être des valeurs que vous voulez inculquer à ces enfants, non? Nous voulons leur inculquer les valeurs de patriotisme, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs d'être fier, d'être camerounais, de vivre dans son pays. Et nous avons programmé cette visite en prélude à la fête nationale de l'unité. Le monument de la réunification nous rappelle beaucoup concernant la fête nationale de l'unité au Cameroun. Bonne fête à vous, hein. Bonne fête de l'unité nationale. Hein. On regarde la caméra et on dit « Vive le Cameroun !» Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Voilà, le plus beau pays, hein. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. On a donc ce monument de la réunification qui est on va dire, une œuvre composite qui représente à elle seule toute l'histoire de la formation de notre pays. En fait, c'est quoi la symbolique? C'est quoi l'histoire de ce monument qui est dressé fièrement ici à Yaoundé, au plateau à Temengue? Réponse tout de suite avec Michel Nyangangé de CRTV Productions. Cette œuvre représente 53 tonnes de béton d'une hauteur de 7 mètres. En forme spirale conique avec une pointe au-dessus, le monument de la réunification est fait en 3 paliers. Érigé entre 1973 et 1976 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, le monument de la réunification est l'œuvre de l'architecte français Armand Salomon. La conception de la tour spirale est faite par le père jésuite Ange Belvin, Gédéon Pando, concepteur et réalisateur du monument secondaire. Etolo Eya contribue par les objets d'art visibles du bâtiment principal. Mais le 1er octobre 1961 fut le tournant de l'histoire du Cameroun, francophone et anglophone décidèrent d'unir leur destin. C'est par la suite que la République unie du Cameroun verra le jour, placée sous les couleurs vert, rouge et jaune, une étoile dorée sur le rouge traduit l'unicité du Cameroun, un pays singulier parmi les nations. Le projet d'érection d'un monument souvenir des péripéties de ce pan de l'histoire du Cameroun mûrit aussi dans la complexité que s'exprime dans la diversité. Cette tour plonge chaque Camerounais dans l'histoire de son pays. Le monument de la réunification en lui seul représente hier comme aujourd'hui tout un symbole. Symbole du Cameroun en tant qu'État, mais aussi symbole de l'attachement souhaité de la très grande majorité des Camerounais à leur patrie.
Le voyage dans la région du centre se termine, mesdames, messieurs, mais Cameroun Safari se poursuit. On met le cap à présent dans la région de l'extrême nord où nous attend Abdulaziz Amadou de CRTV extrême nord. Et je suis à la gare voyageur. Je vais dans un instant emprunter le train qui va me conduire vers le Grand Nord. On va vous laisser en compagnie d'un artiste qui a su valoriser le patrimoine musical de la région du centre. Il s'agit de Abanda Manekan. Bonne fête de l'unité nationale une fois de plus à tous et à toutes. Bonjour, Eric Christian Nian. Amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans la région de l'extrême nord, considérée par beaucoup d'experts et de promoteurs culturels et touristiques comme la plus belle du Cameroun pour son paysage à la fois lunaire et pittoresque, la richesse de ses hommes, la diversité de ses danses patrimoniales, mais aussi ses multiples sites mondialement connus. Nous sommes actuellement à Moutourwa, première localité située à l'entrée sud de cette région, à 60 km de Maroua, la capitale régionale, précisément au pied du mont Messengel, qui se distingue des autres par une immense roche qui trône à son sommet, considérée ici par les Giziga, peuple autochtone, comme le 11e doigt de Dieu. Ce pic de 6 mètres de haut tient dans un équilibre qui semble à première vue précaire, mais solide depuis des siècles. Sa stature imposante force à distance l'admiration et suscite la curiosité de nombreux touristes, tout comme le parc national de Ouaza, situé à 371 km d'ici. C'est la plus grande réserve animalière du pays. Pour ce premier voyage, donc, nous sommes obligés de passer par Maroua, mais aussi par Mora. À l'image de Ouaza, dont le parc national est reconnu par l'UNESCO comme une réserve de biosphère depuis 1979. Ces 170 000 hectares offrent les conditions idéales pour apprécier la diversité de sa flore et le charme de sa faune. Le parc reçoit chaque année plus de 20 000 oiseaux d'eau. L'on dénombre plus de 300 espèces d'oiseaux, incluant l'autruche et 30 espèces de mammifères, dont la girafe, l'hyène, les antilopes, la biche, l'éléphant, sans oublier le roi de la savane, le lion. Les dromadaires traversent aussi le parc en direction du Tchad et du Nigeria. Pour l'hébergement des touristes, un campement fait des Boukaros a été construit sur une colline située à 200 mètres du parc. Depuis la terrasse du restaurant, la vue sur la savane est magnifique. Magnifiques, les pics de Rumsiki le sont aussi, situés dans l'arrondissement de Mogodé, département du Mayo-Tchanaga, à 5 km de la République fédérale du Nigeria. Ces pics font partie des plus beaux paysages du monde, selon l'explorateur français André Gide. Planté au cœur du village des Kapsiki, la plus célèbre de ces aiguilles rocheuses est le mont Chirgué, ou encore pic de Rumsiki. Il culmine à 1224 mètres. L'accès au village est souvent difficile en saison des pluies en raison de l'état des routes, mais un voyage à moto rend le trajet plus passionnant au milieu de ces collines. Outre les pics de Rumsiki, le rocher Cobra qui se trouve à Boboyo, dans l'arrondissement de Kaélé, département du Mayokani, est lui aussi un cadeau du ciel. Un rocher tout particulier caractérisé par sa forme identique à la tête d'un cobra royal. Tout à côté a été aménagé il y a quelques années en lac aux crocodiles. Semblables aux crocodiles du Nil, ces grands lézards sont visiblement inoffensifs et sont en communion avec les populations de la localité. Chaque jour, les crocodiles de ce lac artificiel offrent aux visiteurs un magnifique d'ailleurs lors des festivals culturels, à l'instar de celui du peuple Mofou, dont les danses patrimoniales sont entraînantes. La danse gourna des Toupouris, exécutée par de véritables grillés lors de la fête du coq ou de naissance, force aussi l'admiration. Sans oublier dans ce registre les danses des peuples du bec de canard, le peuple Mousei en particulier. Mais comment parler de l'extrême nord sans évoquer la richesse de ses sols et la diversité de son cheptel?
Dans tous les 6 départements de cette région, l'agriculture repose essentiellement sur le mil, le riz, le coton, les oignons et les tomates. L'élevage pratiqué ici est celui des gros et petits ruminants et des ânes aussi. L'extrême nord compte aussi un nombre important de pêcheurs dans le Mayo Danaï et le Logo-Néchari. Après une visite guidée des hauts lieux du tourisme dans la région de l'extrême nord, intéressons-nous à présent à la tenue vestimentaire des hommes et des femmes de cette région au cœur du Sahel et de la savane. Ici, les Gandoura, Boubou et Païn sont la chose la mieux partagée. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé dans la ville de Maroua. Un concert de Boubou, de Gandoura et de Païn dans les rues de Maroua. Ici, plus de la moitié de la population porte au quotidien ces tenues. Unique dans sa confection, cet accoutrement est considéré ici comme un signe distinctif des populations de l'extrême nord et du Grand Nord en général. On distingue les tuniques simples qui sont plus ou moins serrées et les tuniques amples. Et selon qu'elles soient serrées ou amples, on leur a donné des noms différents. Donc c'est ainsi que le mot boubou, par exemple, est utilisé pour désigner les tuniques simples. Elles ont toujours été portées par les hommes ordinaires. Elles sont assez commodes et le mot boubou même vient d'un terme d'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement d'un mot wolof qui signifie mboube. Et c'est un mot qui signifie donc vêtement. En tant que tel, il fait partie du patrimoine vestimentaire de la culture matérielle du Grand Nord. La confection et la broderie de ces habits obéissent à des motifs bien particuliers. Les signes qui sont brodés ne sont pas seulement là pour des motifs décoratifs. Parfois, ils ont des valeurs mystiques, parfois ils ont des valeurs identitaires. Et donc on parle du nom, il faut savoir que l'un des motifs les plus courants sur les Gandoura, au Nigeria on l'appelle Arewa. Arewa signifie nord. Aujourd'hui, elle participe beaucoup plus à donner une certaine prestance à la personne qui la porte. Ces habits sont généralement accompagnés de chéchias confectionnés localement par des artisans. Ces couvre-chefs ont chacun une signification. Il est très approprié de porter les chéchias avec le boubou ou alors les gandoura. Même le simple pli de la chéchia n'est pas fait au hasard. Quand, par exemple, le pli de ma chéchia est tel que vous le voyez, ça veut dire que ça, c'est une chéchia de Peul. Chez les Aoussa, on plie différemment. Et chez les Kanouri, on plie différemment. Et même le fait de faire pencher sa chéchia du côté de la tête, du côté gauche ou bien droit de la tête, reflète une couche spécifique de la société. Aujourd'hui plus qu'hier, ces tenues se sont démocratisées au plus grand bonheur des populations du Sahel. C'est ici que prend fin cette balade dans l'Eldorado touristique du pays, l'extrême nord, une région aux multiples atouts. Mettons à présent le cap sur la région du soleil levant, l'est du pays. Retrouvons notre guide Caroline Amombo Bisseke. Salut Abdoulaziz Amadou, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre belle région des essences et des pierres précieuses. La région de l'Est est la plus vaste du Cameroun avec 109 011 km² de superficie. Encore appelée région du soleil levant, l'Est est divisé en 4 départements dont le Lomé-Djerem qui a pour chef-lieu Bertoua, la Kadéi qui a pour chef-lieu Batouri, le Oignon, chef-lieu à Bomban, et la Bumba Ngoko, dont le chef-lieu est Yokadouma. Ici, on a une communauté urbaine, 2 communes d'arrondissement et 31 autres communes. La région de l'Est est limitée au nord par la Damawa, à l'est par la République centrafricaine, au sud par la République populaire du Congo et à l'ouest par les régions du sud et du centre.
Au plan démographique, cette imposante unité administrative est sous-peuplée. Selon les dernières statistiques de 2010, la population est estimée à 801 968 habitants. Cette population à prédominance jeune est majoritairement constituée des femmes. En marge des allogènes, la population de l'Est est composée de plusieurs ethnies, dont les principales sont les Baya, les Kakor, les Maka, les Mpompo et les peuples autochtones Baka, qui ont su conserver leur mode de vie millénaire. On retrouve aussi les Bororo, classés parmi les minorités, et une forte présence des réfugiés du fait de l'instabilité dans les pays voisins. Toutes choses qui témoignent de l'hospitalité légendaire des populations de l'Est, telle que nous présente Sa Majesté Ousmane Gomna, chef de 3e degré du quartier Tungu Aéroport. C'est chacun qui vient découvrir la région de l'Est, particulièrement Bertois. Quand ils partent, ils savent que Bertois, c'est un autre monde, c'est la brousse, ce sont les anthropophages, tout ce qu'on peut nous qualifier. Mais quand ils arrivent, ils découvrent autre chose. Et quand il faut qu'ils repartent, c'est tout un problème. Ils font des démarches pour qu'ils restent définitivement. Et je vous dis que Bertois, nous, particulièrement le peuple Baya, c'est un peuple hospitalier. Ils arrivent ici et gratuitement, je peux dire gratuitement, mais à contrepartie, on leur offre des espaces et ils s'installent et ils trouvent leur compte. Pour repartir, c'est tout un problème. Donc, en définitive, nous sommes hospitaliers et jusqu'aujourd'hui, tout est ouvert pour toute personne qui veut venir dans notre région. Ils ont leur place. La région de l'Est est une aire écologique dominée par les grands arbres et on y identifie près de 1500 essences végétales, dont certaines entièrement ou partiellement protégées, ainsi que plus de 500 espèces animales qui peuplent surtout la réserve du Dja, déclarée patrimoine mondial de l'humanité. Cette région de forêt dense s'impose comme la destination phare au Cameroun pour l'écotourisme. Le gouvernement et les ONG fournissent des efforts de conservation et de protection de l'écosystème afin de préserver ce patrimoine naturel de toute influence urbaine. L'agriculture reste le secteur vital de l'économie et emploie les 3/4 de la population active. Le cacao et le café constituent les principales armes de lutte contre la pauvreté. L'autosuffisance alimentaire est favorisée par la générosité de la nature qui a doté la région des sols fertiles. Ce qui justifie la ruée des gros porteurs en provenance de Yaoundé et Douala et des pays voisins en quête de ravitaillement en produits vivriers. Cependant, le déficit énergétique constitue une entrave au décollage économique de la région de l'Est. Le barrage de Lompanga apparaît donc comme un projet d'espoir, non seulement pour la région de l'Est, mais aussi pour le Cameroun tout entier. À l'image du Cameroun, la culture de la région de l'Est est essentiellement plurielle et composite. Les mets les plus prisés sont le célèbre mbol, cette sauce gluante de couleur blonde aux nombreuses vertus, le coco, les légumes sous plusieurs présentations et le mets de pistache qu'on accompagne généralement avec l'emblématique couscous de manioc ou des tubercules. Nous vous proposons de manger aujourd'hui de la viande de tortue à la sauce de sésame. Il s'agit d'un plat spécial réservé aux invités spéciaux, interdit aux femmes. À côté, l'on propose le poisson fumé aux crevettes, qui sera concocté par la jante féminine. De ces mets spécifiques à la région de l'Est, on retrouve toutes les variétés de la cuisine camerounaise, d'Afrique
et du reste du monde, notamment dans les restaurants et les hôtels, pour les 2 dernières catégories. Sur le plan de l'animation culturelle, beaucoup de groupes de danse traditionnels et d'orchestres s'évertuent à cet effet. Parmi les plus connus, le Chawala, l'orchestre Patengue, Akultan et le mythique groupe Sir Tambartois qui s'est distingué en obtenant la 3e place au Dixiad à Yaoundé. Le Sirta, c'est un groupe guerrier qui a été créé lors du de la célébration du premier centenaire du roi Bartois. Et il y a le Kungé qui est né en 2007. Donc c'est 2 instruments forts de notre communauté. C'est pas un instrument de musique, c'est un instrument d'appel qui est en quelque sorte qui représente l'onkul chez d'autres, le tam-tam chez les Bétis. Chez nous, c'est le kungé. C'est un instrument d'appel. C'est ce que les chefs utilisaient pour appeler la population. Et ça a des différentes sonorisations et des différentes connotations. Ça veut dire qu'il y a une façon de taper qui provoque qu'il y a un deuil. Il y a une façon de taper qui provoque qu'il y a une réunion que le chef a besoin. Il y a une façon de taper qui dit que c'est une joie, venez, on va festoyer. Donc c'est un instrument très important, c'est la raison pour laquelle vous voyez même sur nos tenues, vous avez le logo du Kungé qui prouve que nous sommes cet instrument de travail pour la communauté Gbaya. Et nous sommes associés au Sirta qui est le groupe traditionnel parce que le Sirta est ce groupe traditionnel qui fait en sorte que la culture Gbaya qui, on peut dire, était en sommeil, soit aujourd'hui d'actualité. Parce que c'est grâce à ce groupe que nous voyons la culture renaître. Et nous faisons vivre cette culture de toutes les manières, c'est-à-dire du fond au sommet. En associant à cela le modernisme, comme le monde est moderne, nous devons moderniser tout. Mais d'une manière pas trop moderne, mais nous gardons la base qui est notre culture Gbaya. Nous sommes Gbaya et nous respectons notre valeur. Nous espérons que vous avez apprécié le séjour dans la région de l'Est. Nous vous laissons à présent en compagnie du groupe Sir Tambartois, mais le voyage Cameroun Safari se poursuit dans la région du Sud-Ouest, où vous avez pour guide Gilles-Claude Mbom.
Thank you very much, Caroline. Good to join you from Buea. It may be so hard for you to believe that we're actually on the west coast of Africa, just only about 4 degrees north of the equator. This is Buea, the town of legendary hospitality. But not just that alone, it's the former capital of German Cameroon, the former capital of the British Southern Cameroon, the former capital of the Federated State of West Cameroon, and today it is the regional seat of the country's southwest region. The town is blessed with a lot of historical sites which owes its credence to all this rich historical evolution from the Germans to the British and today to its own independence. Behind me is a beautiful structure made of zinc and raised on concrete beams. It was the house of John Gufoncha, who was the country's 5th prime minister, one of the founding fathers of modern Cameroon. To make us understand this and a lot of other historical sites in the region, we have a veteran historian in the country, and also he happens to be Professor Victor Go. Let's meet him in just a bit. Which we have here is the house that was occupied by Honorable John Gufoncha when he was Prime Minister of Southern Cameroon and later on Prime Minister of West Cameroon from 1961 to 1965. It should be emphasized that he was Prime Minister of Southern Cameroon from 1959 to 1961 when Southern Cameroon achieved independence by reuniting with the Republic of Cameroon on the 1st of October 1961. It is important to emphasize that John Gufoncha was initially a member of the Cameroon National Congress, KNC, that was led by Dr. EML Indeli. And Dr. EML Indeli and the KNC wanted Southern Cameroon to cut off from Nigeria and eventually achieve independence in reunification with French Cameroon. But later on it became obvious that Dr. EML Indeli moved away from the original goal of the KNC because Dr. Indeli now wanted Southern Cameroon to achieve independence in association with Nigeria. So in 1955, Dr. John Gufoncha, Augustin Ngomjua and the others left the KNC and founded the Cameroon National Democratic Party, the KNDP, with the ultimate goal of achieving independence in association with the Republic of Cameroon. And it should be emphasized that between 1961 and 1965, John Gufoncha was Prime Minister of West Cameroon and at the same time Vice President of the Federal Republic of Cameroon. It was a hospital. See, those are things which should be preserved, and our children thought that although now it is a hotel, the first point is that there should be the political will. If the political will is not there, no amount of talking will solve it. The political will should be there, and the government should emphasize and educate Cameroonians of the importance. Because the tendency has always been, once appointments are made and the original person in the building moves out, he or she takes with him or her structures, furniture, and all whatnot. And it is something that the appropriate ministry should ensure that government property remains government property. And the essence, the importance of preserving historical sites should not only be limited to the government. The councils should be involved, should also preserve those monuments which fall within the council. And also not only the councils, even the religious bodies, the Catholic mission, the Presbyterian mission, the Baptist mission, they also have historical monuments, and they should pick up from those tips from the professor, the historian, to say we can redeem the times, and with these revelations things will sure be better. Now, along just to my left, we have the slope of Mount Cameroon, which is about 4,100 meters tall. Actually, it is a huge mass which is girded by a belt of forest. Just along the slope, we have the Bakweris, who are residents here, about a little over 500,000 of them.
are residents of this slope of the mountain. And one of the peculiarity is the traditional dance. Have you ever heard about the Malé dance? Well, you want to follow me? Let's discover in this special report with Gilles-Claude Mbong Etundi. C'est la rencontre entre la cadence de la montagne et le chant des ancêtres. Cette rencontre, c'est le malais. La rythmique en fait des chauvins chez les Bakweri. Le peuple ne se lasse pas de ce rappel historique, celui de la sévère humiliation infligée aux Allemands pendant la colonisation. C'était en 1891, à Buea, une victoire qui a construit le mythe de la puissance du peuple Bakweri, et cette fierté qui traverse les générations se célèbre par le chant et la danse. Mais le malais, c'est bien plus qu'un simple déhanché. Le malais est une danse Bakweri. C'est un culte originaire de Bombokou et le premier village à avoir accueilli le rite malais s'appelle Bokwango. C'est une danse de la forêt qui doit ses origines aux ancêtres qui l'ont initié. Le culte se donne en spectacle uniquement lors des grandes cérémonies. La danse est populaire et se compose de plusieurs rythmes du peuple Bakweri. La danse a fait du chemin, mais elle reste la référence chez les Bakweri. Plus de 70 ans déjà que Litonjo Mete, un natif Ndomboko, a donné vie à cette cadence. Le malais va très vite devenir plus qu'une philosophie, une religion, avec un symbole de taille, le pachyderme le plus redoutable. On l'appelle Elephant Dance. La danse malais est une danse traditionnelle qui couvre toute la région montagneuse. Elle protège les populations des dangers de la montagne. C'est une association qui a ses grades. Et les membres les plus gradés sont initiés dans la forêt. Ces membres protègent la communauté contre les attaques des autres animaux qui viendraient détruire les cultures des champs et réduire les récoltes. Le passe-danse, avec ou sans cavalière. Les tenues des danseurs varient selon l'interprétation scénique et surtout en fonction de l'événement. Le malais a particulièrement la côte dans le département du Fako. Festival, foire, rencontres culturelles s'arrache à prix d'or ses prestations. When you see Malay in a big ceremony, you see it's like to appease, to bring peace in that ceremony. Le culte se donne en spectacle uniquement lors des grandes cérémonies. Et si vous assistez à un événement où le malais preste, vous allez constater que tout se déroule bien. Tous les villages qui possèdent un sanctuaire malais envoient ses candidats pour l'élection du bureau. Après le vote, le bureau malais a un mandat de 3 ans. Le culte a aussi sa branche féminine qui s'appelle Maloua. Leur sanctuaire est réservé uniquement aux initiés. Il y a une part de mystique dans ce culte. Et le malais, c'est pas pour les amateurs qui tuent des ancêtres obligatoires. Pour être membre du malais, on passe par l'initiation. Ce n'est pas une question de sacrifice. On vous inculque les lois et les rites qui prônent le bien. Vous ne pouvez pas, par exemple, être membre du malais et vous battez votre femme. Si vous le faites, vous serez automatiquement puni, car c'est elle qui prépare la nourriture du culte. Because she is the one that prepares us food.
le Malais a donné à voir et à entendre au Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest en 2014 et en 2015. L'influence du Malais continue de mener la danse dans la région. An interesting one there from Claude. Actually, the Malay dance is not exclusive to the Bakwaris. Other tribes in the southwest too do have it. But here in the Bakwaris, they also have Dingania. They equally have Liengu and other states of West Cameroon. And today it is the regional seat of the country's southwest region. The town is blessed with a lot of his traditional dance. Now, my grandmother told me that Boya used to be likened to a very large garden with lots of flower beds littered everywhere. We equally had grey stones, smooth grey stones like this, littered on the streets. Up to date, if you move to some neighborhood, you find this. That's the peculiarity of Boya. That's it. I'll leave you now over, but before I leave you, we are headed in a few seconds to one other historical town in the country. We'll be taking you to Gara. So we have indications that Louisa Akwanka Achato is standing by to give us a postcard of that town, which happens to be the birthplace of the country's first president, Amadou Ahidjo of blessed memory. But I leave you with some bars of the Malay dance. Just dance to it. Thank you. Thank you, Larry Efande. Hello, televiewers. Welcome to the North Region. I am Louisa Akwanka Achato, and I am your guide for this stage of your tour. I am at present in the regional capital, Gara, situated in the northeastern part of Cameroon. The town is the third most populated in the country with close to 2 million inhabitants, as per statistics, lying along the right banks of the Benue River, northeast of Yaoundé, the nation's capital. It is situated at the junction of the road between the far north regional capital Mara and the Adamawa regional capital Ngaoundéré, and is the chief commercial center of the region. The town was founded by Modibo Adama, the Fulani Emir who established the Adamawa Emirate in the first half of the 19th century. Garwa has since developed as a river port, which, along with diverse commercial activities, confers upon the locale the reputation of an influential trade corridor between the northern and the southern parts of the country. The North region as a whole is made up of 4 divisions, namely the Benue, Mayoluti, Mayore and Faro divisions, composed of a vast mosaic of cultures and traditions, identities of numerous tribes who coexist in harmony, their socio-cultural specificities a cherished heritage and a veritable attraction for visitors. Agriculture, fishing and livestock breeding are among the main activities the peoples of this part of the country practice, by means of which a decent livelihood is secured. I invite you to have a peek into the fishing sector of Lagdo subdivision, reputed for this activity thanks to the existence of its reservoir. Let's join Claver Pascal Danga for this. Follow me. Avec ses eaux poissonneuses, la cité balnéaire de Lagdo constitue un important vivier en matière de produits halieutiques. Avec une demande sans cesse croissante, l'intérêt de booster la production s'impose, d'où la mise en place de ces étangs piscicoles.
travail de chaîne qui s'effectue à travers des techniques professionnelles. Quand on met le poisson dans les dents au départ, nous faisons ce qu'on appelle des pêches de contrôle après la mise en charge. Au départ, quand on les met, on connaît la quantité et le nombre de poissons qu'il y a dans un étang en fonction du mètre cube d'eau dans l'étang et du mètre carré de l'étang. L'alimentation de nos poissons ne se fait pas au hasard. Étant donné qu'on connaît le nombre de poissons qu'on a mis dans chaque étang, ce qu'on fait, c'est qu'avec les pêches de contrôle, pour nous donner la quantité d'aliments à leur administrer en fonction de leur poids et de leur évolution, on calcule maintenant la quantité d'aliments qu'un lot peut consommer dans un étang par jour. C'est pourquoi là, lorsqu'elle est connue, le repas est divisé en 3 pour ce qui est des éleveurs et en 2 pour ce qui est du grossissement. Plusieurs espèces sont produites avec des résultats au-delà des attentes. Ça t'aide chaque jour à mettre en place et les éleveurs et les juvéniles et le grossissement pour finir. Au centre, on a cette possibilité d'avoir, vous aurez la possibilité d'avoir le tilapia, communément appelé Odeochromis niloticus, et le clarias. Le tilapia ici, on a 2 qualités de tilapia de phénotypes différents. On a un tilapia de phénotype gris et un autre tilapia de phénotype rouge, mais appartenant tous à la même espèce. Et en termes de croissance, ces 2 espèces évoluent sans problème puisque ce sont les 2 espèces. Un savoir-faire qui se perpétue dans ce centre pionnier de la région du Nord en matière de pisciculture. L'objectif primordial, c'est d'amener chacun à vulgariser la pisciculture, contribuer à la vulgarisation de l'activité, amener tout un chacun à pouvoir produire du poisson. Avec du poisson, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent en très peu de temps. Et en plus du fait que vous faites de l'argent, vous avez la possibilité de vous créer des ressources en très peu de temps. Donc vous gagnez 2 fois. C'est pourquoi la pisciculture est la bienvenue dans la région du Nord. De quoi consolider la réputation de l'Agdo comme un important bassin de production halieutique. Thank you, Pascal. Tourism is encouraged by means of alluring sites such as the Faro, Benue, and Bubangida National Parks, which host an impressive variety of animal species, some of which are exhibited at the Garo Zoological Gardens, which constitutes a source of pride for the region. So is the handicraft sector, wearing beautiful articles manufactured artisanally through admirers. Garwa on its part is set to host one of the pools of the 2021 Africa Cup of Nations, and the necessary infrastructure have been completed. Others are being finalized in view of the event. Numerous evaluation outings effected by authorities on the chosen sites, including the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcis Mwelekambi, have served to galvanize stakeholders to strive to meet said deadlines. An intrinsic hallmark attribute the people of the North region hold dear is the traditional setup. The chiefdom is called a Lamida. It is ruled by a Lamido, surrounded by his notability, each with a special function. Now, here is an interesting fact. The father-son succession is not compulsory. It suffices for a potential candidate to belong to the royal family, no matter the link, and that person is qualified to become a Lamido. A case in point, the 15th Lamido of Gara, His Majesty Ibrahim el-Rashidini, who is the grandson of the 11th ruler, is not a direct son of the 14th. His Majesty Ali Garba Hayatu he replaced upon the demise of the latter. He is designated by means of an electoral process overseen by the local administrative authority, in this case the senior divisional officer of Benue, Umaru Hamanwabi, who in turn provides an account of the event to the governor of the North region, Jean Abate Edi. The cultural and traditional domains are equally an essential feature of North Cameroon, as each tribe, from indigenous
such as the Fali, the Pearls, the Dawayas, to settlers including the Wonders, Bamilikis and those of English expression, dazzle with their dances, rites and other determinant components. Do join me as we discover and learn the dance moves which typify one of them, the Fali tribe. And that is an overview of the North region put together for you within the program Cameroon Safari. The West region is another evocative representative of the notion of togetherness we have seen in the North region. And our guide in Bafoussam is Jean de Dieu Coignet. Hello, Jean. Thanks, my dear Louisa Akwanka Achato, and welcome to Bafoussam, capital of the West region. Cela dit, chers téléspectateurs de la CRTV, bienvenue à Bafoussam. Nous sommes au carrefour des trois hôtels, carrefour qui donne droit à l'avenue du 20 mai de la ville de Bafoussam. Avenue du 20 mai, jadis bondée de monde venu vivre la parade militaire et civile. Mais à cause de la crise sanitaire, il n'y aura pas de parade militaire ni de parade civile. Mais la CRTV, à travers cette émission de Cameroun Safari, vous permet de découvrir le potentiel touristique et culturel de cette région. Nous allons mettre un accent ce matin sur nos chefferies traditionnelles. Et comme invité, Sa Majesté Ndita Kompepele, le chef supérieur Bafoussam, nous ouvrira ses portes. Mais avant, découvrons cette région qui compte 8 départements à travers ce reportage. La zone volcanique des hauts plateaux
se trouve en grande partie dans la région de l'Ouest, caractérisée par son relief montagneux, son climat tempéré, humide et sa forte pluviométrie. Les Grassfields qui peuplent ce territoire sont réputés travailleurs car ils mettent grandement à profit la fertilité de leurs terres. Malgré le fait qu'elle est la plus petite superficie du triangle national, l'Ouest a des atouts ethniques, géographiques, culturels et surtout touristiques qui la rendent extraordinaire, coquette et célèbre. La falaise de Chang, passage pittoresque sur 9 km 500 de dénivelé, se laisse serpenter par l'asphalte jusqu'à la réserve de faune de Sanchou. Le col de Batié, relief accidenté et pittoresque, laisse les voyageurs qui le traversent dans une admiration doublée de stupeur. Au bout du fleuve Métier, une chute imposante et bruyante est la limite naturelle et l'épicentre spirituel de 3 départements, la Menoua, les Bamboutos et la Mifi. Dans la périphérie de Bafan, chef-lieu du département du Honkam, la chute de Mouanke, la plus haute de la région, opalescente derrière les feuillages, impressionne les visiteurs en dévalant une obliquité de 45 mètres. 11 km 500 sépare le centre-ville de Bafoussam du lac de cratère d'Oubi. Aujourd'hui entourée de plantations, cette gigantesque alvéole volcanique, non navigable, garde encore tous ses mystères. Un peu plus de 9 km sépare la ville de Koutaba du lac Petpenoun, véritable cadre paradisiaque. Il s'étend sur 1800 mètres de long, sur 850 mètres de large. Le lac artificiel de Marba naît à la suite de la construction du barrage réservoir de retenue d'eau sur le fleuve Métier. Il s'étend sur 530 km² et est à cheval entre la région de l'Adamawa, du nord-ouest et de l'ouest. À une dizaine de kilomètres vers l'est, on arrive à Fumban, le chef-lieu du département du Noun, la cité des arts, le célèbre palais du roi Njoya, classé par l'UNESCO dans son patrimoine. Dans ce palais majestueux, L'Ouest Cameroun, c'est aussi et surtout les nombreux festivals organisés par les royaumes. Le Ngwon à Fumban est institué pour évaluer la gestion du monarque, descendant de Nchareyen, et dresser le bilan des activités socio-culturelles. La fête du Makabo à Bangwa commémore le retour de l'exil du roi Nono Tchoutou en 1947. Ce héros légendaire qui a tenu tête à l'hostilité coloniale pour préserver la dignité de son territoire. L'immensité des plantations industrielles de thé à Ndout-Tita dans la Menoua, les hectares de haricots verts à Banjoun ou les collines parsemées de pommes de terre dans les Bamboutos, visiter l'Ouest Cameroun, c'est aussi parcourir ces espaces de sport et de loisirs. L'Ouest, c'est 8 départements d'exception, unis comme les couleurs d'un arc-en-ciel pour offrir aux touristes sur un tableau de Picasso le parfum d'une orchidée des montagnes. La région de l'Ouest, c'est son potentiel touristique et c'est surtout ses chefferies traditionnelles. Morceau choisi ce matin, la chefferie de Batoufan du département du Kounchi. Notre guide, c'est Marc Aurel Yonga. Mais après Marc Aurel, nous aurons notre invité, Sa Majesté Djitarkom Pépélé, le chef supérieur Bafoussam. La chefferie traditionnelle occupe une place prépondérante dans la culture bamileke. Bien qu'indépendantes, les chefferies ont des grades différents
suivant leur proximité avec l'ancêtre mythique et de fait avec l'administration publique qui classe souvent ces chefferies. À l'ouest Cameroun, elles sont catégorisées en 3, celles de premier degré, de deuxième degré et de troisième degré, avec à leur tête des chefs traditionnels appelés faux, qui veut dire roi ou chef supérieur, qui a des pouvoirs assez étendus au plan mystico-religieux et administratif. Le faux est le symbole de l'unité et de la force du peuple. Les chefs traditionnels sont généralement désignés Nantma, qui veut dire homme-lion, ou encore Mbolon, ou encore mieux, Andé. Dans la société bamileke, le chef est considéré comme le plus fort à tous égards dans la communauté. Pour ce voyage au cœur de la région de l'Ouest, nous vous proposons les spécificités du royaume Batoufam. Batoufam, littéralement, veut dire en haut de la concession sacrée, c'est-à-dire le peuple de la concession sacrée. Et elle est née donc de la chefferie supérieure Batoufam, Nankam qui a donné ses qualités, toutes ses vertus en tant que serviteur, a eu l'intention, donc des ambitions de créance au royaume. Et voilà comment est né Batoufam. Et même si en pays bamileke, les chefferies traditionnelles sur le plan des us et coutumes, des danses patrimoniales ont pratiquement la même configuration, n'en demeure moins que chaque peuple a ses particularités. Batoufam est comme ce melting pot, c'est-à-dire que nous avons pris un peu de partout dans toutes les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest aussi, puisque Nankam est parti de la région du Nord-Ouest du royaume de Bali pour se retrouver ici. Et sur le rôle prépondérant que joue la chefferie traditionnelle dans la consolidation de l'unité nationale. Fondant dans le royaume, nous avons pris aussi des gens un peu partout, de Baham, de Banjoun, de Bangua, de Bangante, de Bangou, un peu de partout. On peut dire, tenant compte de ce squelette, que Batoufam représente tout le peuple de Grassfield, parce que chacun, nous avons dans le dessin de cette charte traditionnelle, pris donc l'essentiel de chaque peuple. Au moment où le Cameroun tout entier à l'unisson célèbre son unité, en cette période de Covid, le message fondamental. Le chef de l'État l'a instruit, il faut respecter ces mesures prescrites par le chef de l'État et par l'État camerounais. Et je pense que ça nous mettra à l'abri de tout. Donc j'en profite pour leur montrer davantage le minimum de ce qu'il y a à observer, c'est-à-dire mettre le masque. Voilà, partout où il se trouve, pour limiter, non seulement respecter la santé des autres, la vie des autres personnes, mais aussi pour sauvegarder sa vie. La chefferie traditionnelle, c'est une entité très forte dans la région de l'Ouest, en particulier, mais au Cameroun en général, puisque le Cameroun, c'est, comme tout le monde le sait, l'ensemble de près de 250 tribus, et chaque tribu, n'est-ce pas, a une spécificité. Et à l'Ouest, la chefferie traditionnelle est l'une des plus anciennes institutions de gouvernance qu'on peut dire qui existe depuis, dans le cas par exemple de Bafoussam, 1200 à ces jours. C'est pratiquement une institution qui effectivement a précédé, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. On est dans une région où la chefferie traditionnelle est très organisée, très hiérarchisée, et a un organigramme qui permet à chaque maillon, n'est-ce pas, de cet organigramme de jouer pleinement son rôle, depuis le sommet jusqu'à la population. Donc nous avions pour rôle l'encadrement des populations sur le plan social, c'est-à-dire trouver leur bien-être. Nous avions également pour rôle, n'est-ce pas, sur le plan culturel, d'animer, n'est-ce pas, les cultures de ces peuples. Et Dieu seul sait, à Bafoussam, nous avons une culture très riche et très variée, avec l'organisation des hommes, l'organisation des dames, avec l'organisation des femmes, parfois sous forme de mafo, comme vous le voyez,
qui sont des titres de notabilité, et des hommes avec leurs différents grades de notabilité. Et à Bafoussam, aujourd'hui, cohabitent les populations pratiquement de tout le monde entier, pas seulement des 10 régions du Cameroun, mais les populations qui viennent, n'est-ce pas, un peu de partout, avec bien sûr des regrets, que les Camerounais ne se retrouvent pas pour communier, parce que le défilé du 20 mai ou bien la fête du 20 mai, c'était des grands moments festifs, c'était des grands moments de communion. Mais je pense qu'au lieu de communier, pour qu'à la suite, ce soit des morts que nous enterrons, il vaut mieux observer les mesures qui ont été édictées, n'est-ce pas, par le gouvernement, mais aussi célébrer en étant fiers, dans nos têtes, en étant fiers, n'est-ce pas, de ce qui se fait dans notre pays. Je pense qu'on peut également se dire que la fête n'est pas seulement l'aspect visible, ça peut être un certain nombre de visions, ça peut être une fête, ça peut être, je veux dire, vous pouvez être content, tout simplement, dans votre cœur. Et c'est cela aussi une manière, n'est-ce pas, de fêter. Avant de vous remettre l'antenne, Ibrahim Mohamed Abbassi, dans la région de la Damawa, région Château du Cameroun, permettez que nous proposons à nos téléspectateurs ce florilège des danses traditionnelles de la région de l'Ouest. Merci Jean de Dieu Coignet. Bon retour à la source ainsi qu'à l'ensemble des populations de la région de l'Ouest, puisque la grande majorité trouve ses origines ici dans la région de l'Adamawa, le château d'eau du Cameroun qui étanche la soif de tout le pays à travers ses cours d'eau. L'Adamawa est une unité administrative née de l'éclatement de l'ancienne province du Nord à la faveur du décret du chef de l'État du 22 août 1983. Troisième dépasse sa superficie de 63 701 km². La région de l'Adamawa dispose de 5 départements. Le Mayo-Bagno, l'Ombéré, le Djerem, le Faro-Edeyo et la Vina, siège des institutions de la région. Avec une population estimée à près de 2 millions d'habitants, l'économie de l'Adamawa repose sur les activités agropastorales. Réputée par sa végétation propice à l'élevage, la région est le bassin de production de bovins. La taille du cheptel est estimée aujourd'hui à plus de 4 millions de têtes, ce qui fait de la région de l'Adamawa le champion national en matière de production de protéines animales. Les terres sont fertiles aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures des rentes pratiquées dans la partie sud du pays, à l'instar du café et du cacao cultivés dans l'arrondissement de Bankim, département du Mayo-Bagno. La région de l'Adamawa est une merveille de la nature. Elle est dotée de potentialités touristiques pittoresques et celles qui font l'objet de toutes les curiosités restent le mont Ngaoundéré, le Lamida de Ngaoundéré, le lac Tizon, les chutes de Telou dans la Vina, les chutes de l'Ancrenon dans l'Ombéré, les grottes du peuple Nyem de Galim-Tinière dans le Faro-Edeyo, le lac Paniéré de Tibati dans le Djerem et le mont Djumbal dans le département du Mayo-Bagno. Sur le plan politique, 2 partis animent la scène, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. L'Adamawa, c'est aussi une grande richesse artisanale en fonction de chaque localité et des traditions
différents types d'activités sont pratiqués. Morceau choisi, la poterie de Gangasao, un art ancestral qui a su se pérenniser grâce à la transmission de ses vertus de génération en génération. Regardons ce reportage de Bienvenue Aristarque Époque. Les jours se suivent et se ressemblent pour ces femmes potières qui se dévouent à cette pratique transmise au fil du temps, de génération en génération. Nous sommes bel et bien à Gangasao, localité située à environ 40 km de Ngaoundéré. Occasion nous est donc donnée à travers ces femmes, si tant nous en avions encore besoin, de participer à la valorisation des matériaux locaux et de mettre en vitrine, à sa juste valeur, cette activité aussi vieille que le monde. La culture fait aussi la fierté de la région de l'Adamawa, une identité propre à chaque groupe ethnique. Illustration avec cette danse ndja de la chefferie traditionnelle Boum Dengangha. Le ndja qui est en bout, comme vous l'entendez. Et c'est une danse qui se danse dans la Damawa, surtout dans la ville. Nous le dansons lors des fêtes. S'il y a fête, s'il y a la circoncision, s'il y a la naissance à la chefferie, s'il y a un deuil ailleurs, et il y a des morceaux qu'on chante pour ça. Le chef avertit aux gens et on entend par le son. Il y a certains sons que c'est pour le malheur, il y a certains sons que c'est pour le bonheur. Et surtout lors de Moriara, on danse toujours cette danse. Les instruments qu'on utilise pour cette danse, c'est le genre que vous avez vu, on a fabriqué ça en bois. Bon, en bois, et il y a le tori qu'on tape sur ça, il y a le apa qu'on tape sur ça, c'est les instruments. C'est formé typiquement à l'indigénat. Dans le plateau de la Damawa et surtout dans la Bina, les mômes sont venus avec cette danse. Actuellement, vous trouvez cette danse partout, même chez le Lamedo il y a, mais c'est toujours la danse Mboum. C'est les jeunes qui tapent ces instruments. S'il n'y avait pas la formation pour ça, ça allait se disparaître. Puisqu'il faut garder sa culture. Voilà pourquoi on la maintient jusqu'ici.
dans ça, il n'y en aurait plus cette danse. Puisqu'il y a les jeunes filles qui dansent, il y a les jeunes gens qui dansent, et il y a les jeunes gens qui tapent ces instruments. La région de la Damawa, carrefour des brassages socioculturels, offre les mêmes chances d'épanouissement à tous les Camerounais. Et les populations de cette unité administrative, dans leur diversité ethnique et linguistique, ont décidé de regarder vers la même direction, afin de promouvoir l'unité, la paix et l'amour de la patrie, gage de la cohésion sociale. Pour découvrir d'autres merveilles du Cameroun, ensemble, nous allons dans la région du littoral. Notre guide, Yvette Yonga Kevga, nous attend sur les berges du Vouri. Hello Mohamed Abbassi, merci. Bienvenue dans la région du littoral. Reçois le salut fraternel de toutes les populations de la région du show business. Ici, le business frappe à toutes les portes. Opérateurs économiques, artisans, ménagères, promoteurs culturels, tout le monde s'active. Jeunes et moins jeunes également. Pas de place à l'inertie dans la région du littoral. Les sollicitations sont certes nombreuses, mais l'accueil demeure en toutes circonstances chaleureux et intégrateur. Le littoral Cameroun, c'est le creuset de l'unité nationale. C'est une région cosmopolite étendue sur près de 20 000 km² pour plus de 3 millions d'habitants, avec à leur tête le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboa. Les populations sont réparties sur 4 départements, le Mungo, la Sanaga-Maritime, le Nkam et le Vouri. Les activités sont plurielles. De la race campagne à la ville, il y a à voir et à revoir. L'hospitalité qui caractérise le peuple Sawa, peuple de la côte, est favorable à tous. Du rond-point d'Eido à Douala, capitale économique du Cameroun, au fleuve Nkam, l'attrait culturel, économique et éducatif ne laisse personne indifférent. Dans la Sanaga-Maritime, le vieux pont à l'entrée de la ville lumière, Edea, inspire les historiens. Les plantations de café et de bananes dans le Mungo offrent des emplois. Le poivre de Penja, désormais labellisé sur le plan international, fait la fierté du Cameroun. Le littoral, c'est aussi ces dons de la nature qui font de la région une zone touristique. Dans la région du littoral, pas un pas sans un commerce, une usine, un building ou une maison de la culture. Le brassage est captivant. Tous ces atouts font de l'homme Sawa un homme fier de ses origines, un homme fier de son identité. Le Camerounais ou l'étranger qui adhère et qui se laisse prendre au piège, forcément adopte la Sawa attitude, un concept qui nous est cher, Éric Christian. La région du littoral est encore appelée le Cameroun en miniature. Toutes les communautés nationales y sont représentées. Le Ngondo et le Mpo sont les 2 principales fêtes traditionnelles du peuple Sawa. Retrouvons Flore Écoulé pour en savoir davantage. Le littoral, terre d'accueil du Cameroun, est une région qui regorge d'une grande richesse culturelle. Un héritage des ancêtres qui donne à cette aire géographique une fière allure et fait de cette région une destination touristique chaque fin d'année particulièrement. Ceci à travers la célébration des 2 plus grands festivals que sont le Ngondo et le Mpo. Deux grands pôles touristiques pour ces personnes qui viennent découvrir la richesse de ces peuples de l'eau et de la forêt. De Douala à Edea, les Sawa et leurs frères Bakoko célèbrent leur culture.
Leur particularité, la langue. Le douala pour le ngondo et le bakoko pour le mpo. Le mpo réunit en son sein tous les descendants et longpo issus des 14 villages bakoko. Ils se mettent ensemble le temps d'une semaine pour marquer leur culture. L'assemblée coutumière et traditionnelle et lokpo en abrégé ACTEM en est le socle depuis 1948. Les bakoko sont un peuple de l'eau et de la forêt. Le ngondo, fête traditionnelle et rituelle des peuples côtiers du Cameroun, réunit les peuples Sawa du Vouri, du Mungo, du Nkam, de la Sanaga maritime et même du Sud-Ouest. Ces deux événements constituent un cadre d'échange, de rencontres et de solidification des liens entre les peuples du littoral. Ils prônent la différence, la tolérance et la fraternité entre ces peuples. Ce sont des espaces d'expression du vivre ensemble camerounais. Chaque année, les autres communautés camerounaises, que sont les peuples du Grand Nord, du Sud et même d'autres pays, comme le Ghana ou le Nigeria, participent aux festivités organisées pendant ces fêtes. Entre danse traditionnelle, course de pirogue, lutte traditionnelle, immersion du vase sacré, transmission du message des ancêtres, élection Miss et célébration des icônes. Yvette, on constate donc que le ngondo et le mpo se rejoignent en un point, qui est la transmission d'un héritage à la postérité. Merci à Flore Écoulé. Notre balade régionale continue. Chers amis, suivez-nous, suivez-moi. Nous allons maintenant au Mukanda. Le Mukanda, c'est le siège du ngondo. Et comme nous le savons, le ngondo, c'est l'une des grandes fêtes traditionnelles de la région du littoral. Nous allons à la rencontre du secrétaire général du ngondo, Pamphile Yobé. Le littoral regorge de spécificités, aussi bien au plan culinaire qu'au plan vestimentaire et pourquoi pas la danse. Littoral, ce qualificatif renvoie à l'eau. Le littoral, c'est le bord de l'eau, le bord du fleuve, le bord de la mer. Voilà déjà une première spécificité. Plan culinaire, le ndolé est déjà mondialement connu. Je crois le makossa aussi. Tout ça, c'est le littoral. Il y a nos festivités telles que le ngondo, le mpo, et j'en passe, parce que du côté du Maningouba également, il y a des festivals de ce genre. Ces instruments que sont le ngondo, le mpo, le coupé, sont des instruments fédérateurs qui pensent de plus en plus au national, voire même à l'international, qu'à la région strictement parlant du littoral. La Sawa attitude peut se résumer en ces quelques points, à savoir son attitude, c'est-à-dire sa manière de se tenir. On apprend aux enfants à se comporter de manière digne, de manière élégante. Il faut être propre. C'est également l'hospitalité. On accueille tout le monde, on accueille l'étranger, d'où qu'ils viennent, et de la même façon. Nous sommes à Douala, nous sommes dans le chef-lieu de la région du littoral, nous sommes au cœur de la capitale économique du Cameroun. Nous ne sommes pas très loin du Mukanda, le siège du ngondo, c'est tout dire. Le touriste, le randonneur ne s'ennuiera jamais dans la région du littoral. Et c'est certainement la même chose pour la région du sud, où il y a des choses à voir et à revoir. Avant de rejoindre Charles Abesolo Oba du côté du sud, je vous invite à apprécier ce rythme traditionnel du terroir, ce rythme de la région du littoral, un rythme que vous n'écouterez jamais ailleurs
dans aucune autre région du Cameroun, ce rythme, c'est les Sewe. Et les Sewe ici est exécuté par le groupe traditionnel Bolo Babesombe, la pirogue des jeunes. Je vous souhaite, au nom de tous les habitants de la région du littoral, je vous souhaite une bonne fête de l'unité. Voilà, na wa 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 e ma o bega juwe na wa 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 e na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa Polo batunge na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa Polo batunge na wa 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 e ma o bega juwe na wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa Polo batunge na wa 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 e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa wa e ma o bega ju na wa 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 e ma o bega juwe na wa 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 Bonjour et bienvenue à Ebolova, la cité capitale du Sud. Nous vous accueillons ici au royaume de Mbaye avec cet instrument de rassemblement appelé un koul, ici en Pays Boulou. C'est l'une des principales richesses de l'Anvila, mais pas que. Le département compte une multitude d'autres curiosités à découvrir. On peut citer entre autres l'immense rocher d'Akokas, la caverne des fantômes Bilbekon à quelques 18 km d'Ebolova, sans oublier le site touristique d'un Kolandom avec ses paysages à couper le souffle. Mais la région du Sud, ce n'est pas que le département de l'Anvila, il y a bien évidemment aussi le département de l'Océan avec ses belles cités balnéaires. À Kribi comme à Campo, la mer vous attend pour vous bercer
avec ses vents doux et le son des vagues. Si vous voulez découvrir les tortues marines, vous pouvez aller dans la localité des Bodje. Vous ne serez certainement pas déçus. Quand vous êtes à Campo, dans le département de l'Océan, il vous suffit de faire quelques pas et vous vous retrouvez donc dans le département de la vallée d'Untem. Dans cette partie de la région, le Cameroun est frontalier avec deux pays voisins, le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est donc un véritable lieu de brassage où foisonnent plusieurs musiques et danses patrimoniales. On peut citer entre autres les Bolaza, l'Nkoul, l'Nkoul-Ndomba, le Nyon et bien d'autres danses patrimoniales qui se retrouvent dans ce département de la vallée d'Untem. C'est également ce département le seul lieu de la région du Sud où on trouve encore les quelques rares joueurs d'Nvet qui restent ici dans la région du Sud. C'est autour du Songo, ce jeu patrimonial typique de la région du Sud, que je vous amène à la découverte du Djaï Lobo, un autre département de la région du Sud, également plein de richesses culturelles et touristiques. On pense au rocher de Meuzesse ou alors à la grotte d'Aquafem dans la commune de Djoum, sans oublier l'immense réserve du Dja qui couvre littéralement 4 communes dans le département du Djaï Lobo. Et comment parler du Djaï Lobo sans parler de Foulassi dans la périphérie de Saint-Mélima, cette localité qui a vu naître mot après mot, note après note, le chant de ralliement devenu en 1957 l'hymne national du Cameroun, un emblème national, œuvre de deux dignes fils de la région du Sud, Samuel Mikio Bamba et René Djamafane. Je vous invite à présent à une balade sur les traces de ces figures marquantes de notre histoire. Dans ce reportage, on se retrouve après. Notre voyage sur les traces de René Djamafane et de Samuel Mikio Bamba commence ici, à Foulassi, à quelques encablures du centre-ville de Saint-Mélima. À l'entrée de cette ancienne station missionnaire, un temple centenaire nous interpelle. Nous y faisons escale le temps d'un culte dominical. Parmi les plus de 300 fidèles présents au culte ce jour-là, les enfants et petits-enfants de René Djamafane, l'auteur des paroles de l'hymne national du Cameroun. Son fils Guy se propose de nous accompagner à l'ancienne école normale de Foulassi, là où son père a couché sur du papier sa vision et ses aspirations pour le Cameroun lors d'un devoir d'instruction civique. Il y avait beaucoup d'autres hymnes qui l'ont inspiré. La Brabanson, le God Save the King, et que sais-je encore. Mais toujours est-il que mon père était un homme qui avait envers le Cameroun un amour intransigeant. Donc, l'amour fait jaillir des vers. C'est dans ce bâtiment que tout s'est joué en 1928. De temps à autre, Frankie Bianendongo y revient pour se remémorer des prouesses de son grand-père, surnommé le poète dans ses 18 ans pour sa maîtrise de la langue française. Ce bâtiment que nous apercevons a été construit en 1927 pour abriter l'école normale de Foulassi qui venait d'être transférée de Bibia pour la nouvelle station de Foulassi. Sur certification du directeur professeur Camille Chazot, les paroles de cet hymne étaient donc de René Djamafane et la musique de Samuel Mikio Bamba, dont la salle que nous voyons là était la salle de classe. Et juste à ma gauche, c'était la bibliothèque et ici, c'était le bureau du directeur Camille Chazot. Nous quittons Foulassi avec la satisfaction d'avoir touché du doigt et foulé des pieds le berceau de l'hymne national. Mais nous voulons savoir un peu plus sur René Djamafane. Direction Komkak, son village natal, dans la commune de Meyomessala, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Mélima.
Sur place, nous trouvons deux filles de René Djamafane aux côtés de leur mère encore en vie. Pour son père, également son idole, Marthe Mndomwe Djamafane a écrit ce poème qu'elle déclame devant sa tombe à chaque visite au village. Au petit matin, tu es parti me laissant dans un chagrin infini. Ta disparition est un vide vertigineux, vide abyssal, vide de négation et d'oubli. En apprenant à connaître mon père, j'ai su que c'était un homme très humble qui ne tenait pas à parler de la gloire de ses 18 ans au premier venu, et peut-être il ne se faisait pas la grosse tête. Il ne voulait même pas qu'on se fasse prévaloir pour cela. Ici, dans le domicile familial, de multiples archives jalousement gardées. Des photos, des diplômes et même des anciennes interviews comme celle-ci, retranscrites sur ce cahier par René Djamafane. De quoi vous êtes-vous inspiré pour composer ces paroles? C'est curieux les idées que vous avez eues là. René Djamafane répond: en composant les paroles de l'hymne devenu aujourd'hui camerounais, je me suis beaucoup inspiré des idées de cette Marseillaise-là. Les voici. Il est une belle patrie où cesse le bruit des combats dans cette Canaan chérie. Plus de haine, plus de débat, plus de haine, plus de débat. Là flotte une immense bannière portant la devise: aimez-vous. S'aimer est le bien le plus doux, et dans les cieux et sur la terre. En Komekak, nous avons également tenté de lever un pan de voile sur Samuel Minkio Bamba et sa collaboration avec René Djamafane. Papa Samuel Minkio Bamba se respectaient, mais n'ont jamais été, disons, des amis qui se fréquentent à temps et à contre-temps, tout le temps et malgré le temps, parce que chacun a suivi sa voie. Cette réponse nous laisse un peu sur notre faim. Le voyage continue donc. Prochaine destination, Lolodorf, sur les berges du fleuve Lokoundje, dans le département de l'Océan. Bienvenue à Bikala, dans la commune de Lolodorf. Nous sommes dans le département de l'Océan. C'est dans ce village qu'est né Samuel Minkio Bamba, l'auteur de la mélodie de l'hymne national. On l'appelait Petit Mozart pour sa maîtrise de la composition musicale, une passion qui l'a accompagné jusqu'à la tombe. Plus de 2 décennies après sa mort, les souvenirs restent vivaces. Tant sa passion pour la musique a marqué les esprits, ici dans son village natal. Ce que j'avais trouvé avec mon père, j'ai trouvé 2 guitares. J'ai trouvé un diapason que je vous présente ça maintenant. L'un des instruments, comme le diapason, il a eu à composer la musique de l'hymne national avec, plus particulièrement cet instrument. En utilisant, il utilisait ceci pour prendre la gamme de la musique. Et pour prendre la gamme, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faisait? Il frappait comme ça. Mettant comme ça, ça lui donnait donc le son de la gamme. Et là, il commençait à chanter son morceau. Son ancien élève, François Didier Ngali, se souvient encore de la belle époque où Samuel Minkio Bamba venait donner des leçons de musique dans cette école où il est devenu lui-même enseignant. On chantait aux premières feuilles du soleil, Youpédi, Youpéda, tout le camp est en éveil. Youpédi, Péda. Tout le monde criait, oh, il y avait l'ambiance dans la salle de classe. Et ça nous donnait vraiment le goût. Mais lorsqu'il nous a laissé là, parce qu'il y avait un temps, il ne venait plus. Il commençait déjà à se fatiguer. On a su que non, le doyen est déjà fatigué. Pour sa veuve Rachel Anzois, venir se recueillir devant la tombe de son époux est toujours un moment éprouvant.
C'est lui qui rappelle la dure réalité du destin. Samuel Minkio Bamba est parti pour l'éternité, tout comme René Djamafane, son compagnon de Foulassi. Une seule consolation, leur œuvre, l'hymne national qui transcende le temps, faisant battre à l'unisson les cœurs pour la nation camerounaise. Voilà donc le Sud dans toute sa splendeur, des hommes, des lieux et des rythmes à découvrir. Allons à présent à Bamenda dans la région du Nord-Ouest, un voyage qui se fait au rythme d'une Kundomba, une danse patrimoniale qui nous vient du département de la vallée du Thème. Le Sud souhaite bonne fête nationale de l'unité à tous. Au revoir. Charles Labosolo. Hello, welcome to the Northwest Regional Capital, Bamenda, also known as Abacoa. The Northwest region is situated some 366 kilometers away from Yaoundé. The Northwest region comprises 7 divisions where we have Boyo, Bui, Dongamanto, Menchum, Mezam, Momo, and Ngo Kitunja. The people here are widely known for their hospitality and with the population comprising the Bantus and the Fulanis. Here we also find several ethnic groups such as the Yambas, the Widikums, the Tikas, the Mbururos, the Hausas. Another booster of the region's economy is the Santa subdivision, widely known for its large cultivation of potatoes and vegetables such as cabbages, carrots and green spices. Ever wondered about going on vacation? Worried about taking a tour? Then maybe you should try coming to the Northwest region. It's endowed with rich touristic sites. Prominent amongst these sites are the Ijum Kilu mountain forest, commonly known as Mount Oku, from where is derived the Oku white honey. If you're getting this for the first time, why not try the Oku white honey? Trust me, you won't regret it. Other interesting sites that you could also visit include the Bafut Palace, the Mankan Palace, and the Balinyonga Palace. We are not leaving out the famous Menchum Falls. In this region, you can also find artifacts of historical significance in the museums. You certainly have heard about the Northwest traditional regalia known as Atogo. It's been existing for over a century and it's embroidered with the principal colors of green, red and yellow, drawn of course from the Cameroon's national flag. It identifies its people even out of the country. Over the years, younger generations have modified the dressing, coming up with new designs that makes it look even more appealing. Have you ever tasted a traditional meal from the Northwest region? I won't tell you more. Follow me on the discovery to one of such luscious meals drawn from one of the divisions of the region. This is a symbol of the traditional character of the Northwest. That tradition and culture is inbuilt even in daily meals consumed by locals, varying from one ethnic group to another. In Momo division, the Nangtari is very prominent. Guiding us to uncover the cooking procedure is Pascaline, who is accompanied in the process by her mentor, Mamingwa. Both are Meta-indigenes and perfectly master the art of preparing the meal that primarily includes cocoyams, massively cultivated in Momo division.
I have makabo cocoa. Everybody know makabo cocoa. And they will have red oil. And they will have dried fish. And they will have crayfish. And they will have country onion. And they will have pepper. And then we'll have salt. That's what we used to put inside. And then we'll have bitter leaf also. This bitter leaf, and then we'll leeks. This is what we used to use here and prepare the nang tari. With all these ingredients in place, they will take over 45 minutes to come out of this kitchen with a flavorous hot pot of nang taro. The first 30 minutes are reserved for the cocoyams and palm oil in a pot over this traditionally made fire. But during that time, Pascaline, the conscious cook, must frequently check her pot of jewel. You just take water and put it inside the pot, you stand it on the fire. And then you take your makabo cocoa, you clean it with knife, very clean. When you clean the makabo, you wash it. And then you stand it. When you stand the makabo, then that water on the fire, when it's ready, you take your bitter leaf, you arrange the bitter leaf and put it inside a bowl. And then you take that hot water and put it inside. So that when you want to wash the bitter leaf will not go into turn into pieces. You wash the bitter leaf, you stand the bitter leaf also. And then that hot water that is on the fire, you take your makabo cocoa, you put it inside. And the way you put it inside, you take your red oil, you also put it inside the makabo cocoa, and then you cover it. When you cover it for 30 minutes, and then you take your washing bitter leaf, you put it inside the pot, and then you take your dry fish, you also put it, you take your leeks, you put it, you take your salt, you put it, you put your pepper, put your country onion. After you have put in all the spices, and then you cover it. Food is ready. Time to transfer it into this old clay pot used in Momo division in the years before the advent of aluminium pots. The pot is believed to add some extra deliciousness to food and keeps it hot for several hours. It is undoubtedly an asset to the people. The physical look of the nang tari, you can eat the whole pot. Nang tari is very, very nice. I like nang tari. Everybody can eat it. I'm inviting people to come and join me. Have you ever heard of the story of a visitor who ate a delicious traditional meal in a village and decided to relocate to that village in order to continue enjoying the dish? When the man eats, he will become strong. And if you prepare nang tari for your husband, believe what I'm saying, that man will die for you just because of the nang tari. Nang tari is the best food so far in Momo. Well, it happened in Momo division. With a taste of a sumptuous plate of nang tari in Momo, prepared especially over this local fireside and served in these locally crafted plates, your own story may go down into history. This is what we used to serve the food. You carry the pot, you put it down, then you use this stick to dish the food on the pot, you put it inside this thing. And then you use water to wash your hands. This is where you wash your hands. You use this thing to wash your hands. You carry water here and then you wash your hands. You use by your hands to eat the food. Culture promoters consider this culinary strength of the Northwest as one of the aspects contributing in sustaining the age-old cultural heritage of the region. They are out to preserve their culture, not only in food. That food can go as far beyond to conserve their practices, their cultural practices. Death ceremony, nang tari must be present. Likewise, in other divisions, the specificity of their food. You come to birth ceremony, if that particular delicacy is not presented, whoa, they'll say, no, this is not our culture. When it comes to rites and maybe festivals, if they don't see it, what makes them to know that these people are from Momo is because of the nang tari.
There are fears that due to massive rural exodus, modernization and a disregard for culture by some locals, this cultural endowment of the Northwest region may fade away. Some people have, however, been working tirelessly to sustain the traditional dishes of the region, considered vital in all spheres. Youths that are growing up, when they get married, I'm advising them they should prepare our traditional meal for their husband. That is what whole marriage, food, your traditional dish. When you prepare for your husband come back, you serve the traditional dish for your husband. It's very important. If we have occasion in Momo division, we don't have ngongtari. That is not our tradition. So all these traditional meat, they are good for all the occasion in Northwest. For starters, why not visit the Northwest region and have a swell time eating nangtari in Momo division? You can as well make stops in other parts of the Northwest region and get filled up with mouth-watering delicacies. We have come to the end of our tour. I'll leave you to digest this meal with some fresh palm wine from Batibo, known by the people of the locality as Fichu. I also leave you in the company of this beautiful traditional rhythm. Over to you, Eric Christian Nya. Voilà, nous sommes de retour à Yaoundé après avoir visité les 10 régions du Cameroun, mesdames, messieurs. C'était Cameroun Safari. Une visite qui, je l'espère, vous a permis de vous faire une idée de la vitalité, du dynamisme des populations de ce pays, de découvrir, de redécouvrir les richesses culturelles, artistiques du Cameroun. Merci à toutes les stations régionales qui se sont mobilisées pour rendre ce programme possible. Merci également à vous de nous avoir regardés. 49e édition de la Fête de l'Unité nationale. Bonne fête encore à tous les Camerounais. Soyons fiers d'appartenir à ce grand pays. À très bientôt.